Grand Jury. Ibrahima Fall est l'invité de Mamadou Ibra Kane ce dimanche. Le leader du mouvement Taxawu Thème est aussi candidat à la présidentielle de 2012. Ancien ministre des Affaires étrangères sous Abdou Diouf, ancien sous-secrétaire des Nations Unies, il reviendra sur la situation internationale du moment, mais aussi sur ses projets pour le Sénégal, au niveau social, au niveau économique et au niveau international. Grand Jury, Ibrahima Fall face à Mamadou Ibra Kane ce dimanche de 11h à 12h sur la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Ibrahima Fall, bonjour. Bonjour, Monsieur Kane. Merci d'accepter notre invitation. Vous êtes professeur agrégé de droit et candidat libre à l'élection présidentielle de 2012 au Sénégal. À titre de rappel, Ibrahima Fall, âgé aujourd'hui de 69 ans, vous avez été ministre de l'Enseignement supérieur, ensuite ministre des Affaires étrangères dans les années 80 au sein du gouvernement du président Abdou Diouf. Expert de renom en relations internationales, c'est tout logiquement que l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise que vous êtes va se retrouver dans la diplomatie mondiale. À l'ONU, vous avez occupé la fonction de sous-secrétaire général chargé des droits de l'homme, puis des affaires politiques au chapitre de la résolution des conflits, notamment en Afrique. Le secrétaire général des Nations Unies vous a confié plusieurs missions, comme celle de représentant spécial dans la région des Grands Lacs. Plus récemment, et c'est le cas encore, le président de la Commission de l'Union africaine vous a confié la mission d'envoyé spécial en Guinée. Ibrahima Fall, nous sommes à la veille d'une grande fête, celle de la Tabaski. Que dites-vous si on vous demande de faire vos prières? Merci de votre invitation. À la veille de la Tabaski, je sacrifierai aux vœux habituels en disant à toutes et à tous bon Tabaski, et je le dirai dans les formes convenues. Déwénati yàlla nañu fekk déwén, yàlla nañu yàlla may déwén gën a neex ren, te bu naru la neex yàlla na tane ren. Alors, une fête de Tabaski politiquement chargée. D'abord, c'est la dernière avant la présidentielle 2012. Ensuite, il y a l'ultimatum que le M23 auquel vous appartenez avait fixé au président Abdoulaye Wade pour qu'il annonce le retrait de sa candidature à un troisième mandat que vous contestez. Vous êtes membre du M23. Qu'attendez-vous du président Wade finalement? Qu'attendez-vous de cette fête que nous qualifions de politiquement chargée? Je considère que ce que la majorité du peuple sénégalais, et pas seulement Ibrahima Fall, et pas seulement le M23, ce que la majorité du peuple sénégalais attend du président Abdoulaye Wade, c'est qu'il respecte la Constitution qui a limité à 2 le nombre de mandats qu'il peut exercer en tant que président de la République, qu'il respecte cette constitution dont il dit qu'il est l'auteur, qu'il respecte cette constitution dont il a dit en 2007 qu'il a bloqué le mandat présidentiel, le nombre de mandats à 2, et que en conséquence, il disait très sincèrement qu'il ne pourrait pas se représenter, qu'il était exclu qu'il se présente. Il respecte et la Constitution et sa parole. Et je crois que ce ne serait pas trop lui demander. Parce que nous pensons qu'il y va d'une sortie à la mesure du rôle qu'il a joué dans l'histoire de ce pays, un rôle historique, puisque il a été, en 38 ans, un joueur incontournable du système politique sénégalais, avec 26 ans d'opposition emblématique et 12 ans de pouvoir à la tête de l'État. Je pense qu'après tant d'années, 38 ans, il est tout à fait normal, quel que soit l'âge de la personne d'ailleurs, d'aspirer à peut-être tirer la réponse.
Je crois également que, en raison du fait que, qu'on le veuille ou non, plus on avance en âge et plus naturellement il faut tenir compte des réalités de la vie. Nous considérons que à 86 ans passés, il est normal, même avec une santé qui n'est pas complètement chancelante, qu'un homme d'État de son envergure aspire à pouvoir se reposer. Et troisièmement, je dois dire que il y va de la paix sociale, de l'aspect politique tout simplement. À vouloir forcer le barrage, à vouloir s'imposer, le risque qu'il prend, c'est de mettre ce pays, cette nation, dans une situation de crise dont on sait comment ça commence, mais dont on ne sait pas comment ça va se terminer. Et je crois que nguur jaru ko, nguur kenn du ko ñedd, jàmm la ñu bëgg ci réew mi. Jàmm nag li koy indi mooy wattu jur ak daay, taal ak daay, allumer le feu. Oui. Alors, est-ce que vous pensez qu'il va vraiment annoncer son retrait à l'occasion de cette tabaski-ci? Je n'ai pas de fixation sur la tabaski. Je suis en train de parler, de répondre à votre question dans la perspective de l'élection présidentielle. Et je crois qu'il est souhaitable qu'il choisisse son moment pour le dire. Le peuple lui en sera gré. Le peuple lui en sera reconnaissant. Et je crois que ce moment, il peut le choisir comme il veut, pourvu que ce soit avant le dépôt des candidatures au Conseil constitutionnel. Alors, vous avez été à la tête de la faculté de droit de l'Université de Dakar comme doyen. Vous êtes un agrégé de droit. C'est le Conseil constitutionnel qui va de toutes les façons décider de la validité ou non de la candidature du président Abdoulaye Wade. Qu'attendez-vous de ces 5 sages que vous avez peut-être connus, je ne sais pas, un peu pendant leurs années d'études? Je crois que ce que tout le monde attend du Conseil constitutionnel, c'est qu'il n'est pas à délibérer. C'est-à-dire que le président soit habité par la sagesse de son âge, par la hauteur d'esprit de ses fonctions, par la philosophie et le respect qui s'attachent aux personnes âgées dans notre culture, pour déclarer qu'il n'est pas candidat. Vous ne voulez même pas que le dossier atterrisse sur la table des 5 sages? Je pense que ce serait permettre au président de sortir par la grande porte. Et c'est ce que je lui souhaite. Mais que pensez-vous des membres du Conseil constitutionnel que vous avez certainement connus? Je vais en citer 4. J'en exclus Siri Kondi Diallo, qui est, lui, inspecteur d'État, mais il y a Mohamed Sonko, qui est magistrat, Cheikh Tidiane Diakhaté, magistrat, qui en est le président, Monsieur Yankob Ndiaye, qui en est le vice-président, qui est également juriste, qui a été à la tête de la faculté de droit, et Monsieur Chimère Diouf, qui est également magistrat. Vous les avez connus pendant leurs années d'études, et qu'est-ce que vous pensez d'eux? Ce que je pense du Conseil constitutionnel est différent de ce que je pense de chacun des membres du Conseil constitutionnel. J'entretiens des relations courtoises avec ceux d'entre eux que je connais, mais ceci ne doit pas entacher ou avoir un effet ni positif ni négatif sur le jugement que je porte sur l'institution dont ils sont membres. Et pour répondre à votre question maintenant, au niveau de l'institution, si le président de la République, en dépit des impératifs de tous ordres qui militent pour qu'il ne se présente pas, devait déposer sa candidature devant le Conseil constitutionnel,
J'espère que le Conseil constitutionnel puisera dans les compétences qui lui sont reconnues et de façon à être à la mesure de l'enjeu historique qui lui est posé pour d'abord se déclarer compétent. Nous avons malheureusement été souvent habitués à voir le Conseil constitutionnel se déclarer incompétent. Mais apparemment, ce débat aujourd'hui est dépassé, parce que lors du séminaire, ce qu'on a tous compris, c'est que le Conseil constitutionnel est compétent. J'espère qu'il en sera ainsi. Mais s'il se déclare compétent, je souhaite ensuite qu'il puise en toute indépendance dans ses compétences les arguments valables pour invalider, pour rejeter, utilisez tous les termes que vous voulez, nous sommes dans un débat public, pas un débat juridique, pour rejeter la candidature du président Wade. Je dois dire que tous les constitutionnalistes de ce pays, à l'exception d'un seul qui s'est abstenu pour des raisons d'éthique, pour des raisons de devoir de réserve, tous les constitutionnalistes de ce pays, tous les constitutionnalistes de ce pays se sont clairement prononcés sur cette question. Et connaissant ces membres du Conseil constitutionnel que je viens de citer, vous pensez quoi? Qu'ils iront dans le sens de la majorité que vous décrivez? Je préfère respecter la souveraineté du Conseil constitutionnel dans l'exercice de ses compétences pour m'abstenir d'inférer quelque jugement que ce soit par rapport aux attitudes de l'un ou de l'autre de ses membres. Mais j'espère que le Conseil, en tant qu'organe, en s'appuyant sur ses compétences, invalidera la candidature du président Wade. Si ce n'est pas le cas, vous plierez-vous à cette décision de valider la candidature du président Wade? Non. Le droit autorise tout candidat qui conteste la validité de la candidature d'un autre, de la validité d'une autre candidature, de pouvoir s'adresser au Conseil constitutionnel. Si donc le Conseil constitutionnel valide la candidature de Wade, le candidat Ibrahima Fall interjettera un recours devant le Conseil constitutionnel avec les arguments que j'aurai à ma disposition, et je vous prie de croire que donc vous pourriez bien contester, ces décisions ne seraient pas sans appel? Non. Nous parlons sous le contrôle du juriste que vous êtes. Oui, il y a trois étapes. Oui. La première étape, c'est le dépôt des candidatures. Ok. La deuxième étape, c'est le prononcé du Conseil constitutionnel sur la validité de ces candidatures. La troisième étape, c'est le recours qui peut être fait pour contester le prononcé du Conseil constitutionnel. Voilà pourquoi Ibrahima Fall, candidat agréé par le Conseil constitutionnel, peut mettre en cause la décision du Conseil de valider la candidature du président Abdoulaye Wade. Très bien. Ça ne se limite pas à moi, tout autre candidat pourrait également faire la même chose. En dernier recours, si on ne vous donne pas raison, vous accepterez la décision. Nous n'en sommes pas là pour le moment. Je crois qu'il faut être républicain et le moment venu, nous tirerons les conséquences. Nous recevons dans cette émission le grand jury sur la RFM, le candidat à l'élection présidentielle de 2012, Ibrahima Fall. Dans votre déclaration de candidature d'il y a quelques mois, vous disiez vous présenter à cette élection en qualité de candidat libre aspirant à un large consensus. Quelques mois après, sentez-vous
ce large consensus auquel vous aspirez autour de votre personne? Autrement dit, le soufflet ne serait-il pas retombé? Je crois qu'on peut mesurer cette prétention à cette étape du processus. On peut la mesurer à 3 niveaux. Au niveau populaire d'abord, je dois dire que de ce point de vue, je note, et sans prétention aucune, un engouement populaire considérable autour de la candidature d'Ibrahima Fall. Combien de fois, au détour d'une rencontre, je me suis dit, ah, c'est vous Ibrahima Fall, mais c'est vous qu'on attendait depuis longtemps. Combien de fois j'ai entendu, nous sommes derrière vous. Combien de fois j'ai entendu, en tout cas moi, j'ai déjà dit que je vote pour vous. En réalité, ce ne sont pas des réactions purement individuelles. Ce sont des réactions collectives. Et de ce point de vue-là, je suis très encouragé. On a prétendu un moment que Ibrahima Fall n'était pas connu des jeunes. Je crois qu'aujourd'hui, cette image est en train d'être gommée. J'ajoute d'ailleurs qu'il y a être connu et être reconnu. Pas seulement mais de beaucoup de Sénégalais qui estiment que vous avez été très longtemps à l'étranger, que vous avez perdu un peu le sens des réalités que ces populations vivent. Vous m'avez posé une question, j'étais en train de répondre, qu'on reviendra sur le problème de l'absence. Donc, pour mesurer cette prétention, j'ai dit qu'il fallait se placer à 3 niveaux. Le niveau populaire dont je viens de parler, il y a le niveau politique, c'est-à-dire l'effet que ma candidature a produit au niveau de personnel politique. À ce niveau également, je dois dire que nous avons enregistré des réactions beaucoup plus encourageantes encore, en ce sens que beaucoup de gens m'ont dit, puisque vous êtes candidat, moi j'avais envisagé d'être candidat, je ne le serai pas. D'autres qui se sont prononcés et qui ont déclaré leur candidature ont déclaré qu'ils décidaient de renoncer à leur candidature. D'autres sont en négociation avec moi. Vous êtes au courant du processus au sein du G4. Il y en a d'autres également. Je suis en contact avec plusieurs candidats, même en dehors du G4. Et je pense que les perspectives sont encourageantes. Le 3e niveau, c'est un niveau social et économique. Les gens sont fatigués. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, il y a non seulement un besoin de mettre un terme au régime actuel, mais il y a un besoin de rupture. Et beaucoup de personnes, beaucoup de milieux considèrent que, est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort, ça c'est autre chose, considèrent qu'aujourd'hui, il est essentiel qu'on ait quelqu'un dont nous connaissons les qualités, l'itinéraire, les principes, les objectifs, la morale, etc. Quelqu'un qui, de préférence, ne soit pas à la tête de ces partis parce que, à raison ou à tort, on considère que c'est souvent blanc bonnet et bonnet blanc, c'est-à-dire que on ne change pas tellement. Et enfin, quelqu'un qui est réellement animé de la volonté de rupture, c'est-à-dire de changer les choses. Et cela se résume pour moi à 4 R. Mais il faut rassembler les patriotes, réhabiliter les valeurs cardinales de notre peuple, restaurer l'état de droit et relancer le développement économique et social dont on a tant besoin. Des Sénégalais qui vous reconnaissent certainement des qualités, mais certainement des défauts. Je le disais tout à l'heure, certains vous reprochent de vous être trop longtemps absenté du pays, d'avoir perdu le sens des réalités du Sénégal. Qu'est-ce que vous répondez à ce reproche que certains vous font?
parce que vous pensez que s'éloigner du Sénégal est un défaut, parce que vous pensez que les 3 millions de Sénégalais qui sont allés à l'extérieur dans la diaspora vivre dans les difficultés énormes pour nourrir leur famille, c'est un défaut, parce que vous pensez que cette diaspora qui injecte plus de 675 milliards de francs CFA par an dans l'économie du Sénégal sont en défaut, que ceci est un défaut de vivre à l'extérieur? Non. Je crois sincèrement que ceux qui font ce reproche ne se rendent pas compte de cela. Vivre à l'extérieur de nos jours, et c'est le deuxième argument que je vous ai donné, c'est vivre au Sénégal. Du fait même de la technologie, des nouvelles technologies d'information et de la communication, on vit au jour le jour ce qui se passe au Sénégal. Il n'y a pas de décalage. Quelquefois même, on est au courant des informations sur le Sénégal avant que les Sénégalais qui vivent à l'intérieur ne soient au courant. Troisièmement, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères et de l'enseignement supérieur, en tant que cadre, je m'investis dans l'analyse des problèmes sénégalais. Tout ce que je ne peux pas faire pendant cette durée, c'est de m'exprimer, parce que je suis tenu par le devoir de réserve. C'est tout ce que l'on peut me reprocher, et ce serait à tort. Alors, Ibrahima Fall, un candidat qui veut être un candidat de large consensus, qui va reprendre les conclusions des assises nationales, n'est-il pas frustrant pour lui de voir aujourd'hui des pôles issus de ces assises nationales s'organisant pour présenter d'autres candidatures? Je prends le pôle Benno Alternative, je prends le pôle Benno Siggil Sénégal, avec tout ce débat autour des personnes d'Ousmane Tanor Dieng et de Moustapha Niasse. Cela vous frustre? Pas du tout, pour 3 raisons. 1. Les assises n'ont pas de candidats. Des candidats peuvent se réclamer des assises, mais les assises n'ont pas de candidats. 2. Je considère cette pluralité de candidats comme l'exercice naturel de la démocratie. Troisièmement, j'applaudis à tous les efforts qui sont en train d'être faits pour rassembler, pour rapprocher, pour réunir des candidats dans un cadre ou dans un autre, y compris dans le cadre de Benno, qui se compose de partis politiques. Il y a plus de 40 partis politiques qui sont dans Benno. Je pense qu'il est tout à fait louable que dans un tel cadre... Il y a quand même beaucoup de Benno aujourd'hui. On va citer au moins 3, Benno Siggil Sénégal, Benno Alternative, Benno Taxawu Sénégal, on s'y perd même. Mais je crois que c'est le résultat naturel de tout un processus de sélection dans un cadre aussi vaste. J'ai parlé de 40, c'est encore beaucoup plus si vous prenez en considération et Benno Siggil Sénégal, et Benno Alternative 2012, et Benno Taxawu Sénégal. Donc, c'est un phénomène tout à fait naturel. Ce qu'il faut, et je pense que de chaque côté on s'y emploie, c'est de veiller à rétrécir en quelque sorte la pluralité de candidatures pour essayer de faire front. Ce n'est pas propre aux élections de 2012, on l'a déjà vécu. Mais au regard des difficultés que vivent ces différents pôles, particulièrement Benno Siggil Sénégal, avec ce débat autour des personnes de Ousmane Tanor Dieng, de Moustapha Niasse, Ibrahima Fall pourrait-il se positionner comme un recours qui arrangerait finalement tout le monde, qui réaliserait le consensus? M'opposer comme un recours serait à mon avis prétentieux, pour 2 raisons. La première, c'est que le terme de recours ne me semble pas approprié. C'est comme si on était dans une situation d'échec complet et je serais là pour, en quelque sorte, sockler le recours. Deuxièmement, même si on utilise un terme différent,
je crois qu'il faut être modeste. Je n'ai pas la prétention, moi, de me poser en alternative. Par contre, si, au terme d'un processus interne à chacun de ces 3 groupements, ou à 2 de ces groupements, ou à l'un de ces groupements, il s'avérait que le moins mauvais choix, pour ne pas dire le meilleur, serait d'avoir recours à quelqu'un qui n'appartient à aucun parti, comme moi, qui décline son programme sur la base des assises nationales que nous partageons tous, qui, fort du soutien populaire, a une légitimité pour prétendre réellement être élu, qui s'engage à mettre en œuvre le programme issu des assises nationales et de la charte de gouvernance démocratique, qui de surcroît, sur la base des 4 R que j'ai déclinés, veut redresser la situation, restaurer l'état de droit, réhabiliter les valeurs, relancer le développement économique. Si je suis élu, à insérer dans la constitution nouvelle que je proposais de ramener le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Alors, prenons la tendance inverse. Ibrahima Fall pourrait-il renoncer à sa candidature pour permettre le choix d'un candidat dit de l'unité et du rassemblement, ou non? Pour que cela soit possible, il faut d'abord être candidat à la candidature. C'est ainsi qu'au niveau de Benno, dans les règles de l'art, tout au début du processus de sélection, il fallait être membre de Benno, donc être un parti politique, ce que je n'étais pas, ce que je ne suis pas d'ailleurs. 2, accepter d'être candidat à la candidature, mais de renoncer si on n'est pas retenu. Dès lors que moi je n'étais pas parti politique, je ne pouvais même pas m'engager dans cette course. En tout cas, les Sénégalais apprécieront la réponse que vous venez de donner. Ibrahima Fall, candidat libre à l'élection présidentielle de 2012, mais aussi qui a été membre du gouvernement du Parti socialiste, dirigé par Abdou Diouf dans les années 80. Quelle part de responsabilité vous endossez dans ce qui a été fait par l'ancien régime? J'ai été ministre de l'enseignement supérieur de 83 à 84 et ministre des Affaires étrangères de 84 à 90, pardon. Oui. J'assume pleinement les responsabilités que j'ai exercées en qualité de technocrate appelé par le président Abdou Diouf à ses côtés, comme d'autres technocrates d'ailleurs. Il ne faut pas faire la confusion entre le Parti socialiste et les technocrates qui ont pu intégrer le gouvernement d'Abdou Diouf après 1983. Et ces responsabilités, tout le monde les connaît. Ce que j'ai fait au niveau de l'université, ce que j'ai fait en tant que doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques, ce que j'ai fait en tant que ministre de l'enseignement supérieur, à ce niveau, les générations sont là. À ce niveau, justement, certaines générations ont dit que vous aviez fait du diviser pour régner, vous aviez tendance beaucoup plus à vous pencher du côté des étudiants qui étaient favorables au régime et que vous combattiez un peu ceux qui étaient contre le régime. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Je crois qu'on est en politique et quand on n'a pas d'argument valable contre un adversaire, il est facile d'en inventer. Mais je crois que celui qui a dit cela, et c'est l'actuel Premier ministre, en a eu pour son grade parce que je crois qu'on lui a rappelé ce qu'il était. Qu'est-ce qu'il était? Vous l'avez eu comme étudiant? Je ne me souviens pas
de lui, mais enfin, demandez à celui qui lui a répondu pour lui rappeler son passé, il pourra certainement vous donner des précisions. Ce que je veux dire sans simplement... faute pendant que vous étiez dans le gouvernement socialiste? Dans le gouvernement, j'ai assumé mes fonctions de ministre de l'Enseignement supérieur en toute responsabilité, sérénité et presque indépendance. Presque. Parce que je n'ai jamais accepté d'aller au-delà de ce que me dictait ma conscience. C'est ainsi que quand il y a eu la grève au niveau de l'université à la suite d'un comportement d'un étudiant qui s'était permis de battre un professeur, lorsqu'on m'a dit on allait le réintégrer, j'ai dit vous le réintégrez, moi je sors. Parce que je ne peux pas admettre qu'un étudiant qui s'est permis de battre un professeur, qui a été exclu pour cette raison, soit réintégré, c'est contre ma morale. On a dit qui? Par contre, oui, oui. Les étudiants qui m'ont vu comme doyen savent que j'ai été très juste à leur endroit. Même il y a des étudiants qui me le rappellent, d'anciens étudiants qui me le rappellent, qui me disent oui, moi je me souviens à une session, il y avait une erreur sur mes notes, je suis venu vous voir et vous avez fait des enquêtes, vous avez établi effectivement qu'il y avait une erreur et vous avez demandé qu'on rectifie immédiatement. Et c'est ainsi que j'ai été admis. Alors le 11, je leur dis, je n'ai aucun mérite parce que c'est mon devoir de le faire. Très bien. Alors j'insiste sur le 11. Le 11, c'était le président Abdou Diouf qui vous avait demandé l'intégration de cet étudiant. C'est qui? Non, je pense que nous n'en sommes pas là pour... vous savez, quand il y a une crise comme ça, il y a beaucoup de bonne volonté qui se présentent pour dire nous voulons apporter une contribution à ceci ou à cela. Les étudiants savent également, quand il s'agit des bourses, que c'est pour la première fois en 1983 qu'on a établi des critères d'attribution des bourses sur des bases à la fois sociales et d'excellence, qui permettaient, en combinant ces différents critères et en les mettant en juxtaposition avec la situation d'un candidat, qui permettait immédiatement de savoir si l'étudiant pouvait avoir une bourse ou pas. Alors, vous n'êtes pas peut-être allé jusqu'à la généralisation des bourses, en tout cas c'est ce que clame le président Abdoulaye Wade, que vous combattez aujourd'hui, parce qu'en tout cas vous voulez une alternance à la tête de l'État. Vous avez un programme en 111 points qu'on n'aura pas le temps de décortiquer, parce qu'il y a d'autres questions qui nous attendent, mais votre programme, écrivez-vous, a pour soubassement notamment la réhabilitation de nos valeurs cardinales aujourd'hui perverties, d'honnêteté, de probité, de courage, de culte du mérite, de foi, de justice, de solidarité et de préservation de la famille. Le président de la République actuelle serait-il un contre-modèle à vos yeux? Je crois qu'il ne faut pas ramener le débat au président de la République seulement. Il y a une réalité. Mais il en fait partie. C'est que ces valeurs-là sont aujourd'hui passées au second plan. Il y a l'émergence de contre-valeurs. Et ces contre-valeurs sont portées aussi bien au sein de la société qu'au sein du régime. Et je n'hésite pas à dire qu'effectivement, on trouve au sein du régime des personnes qui personnifient, excusez-moi le jeu, oui, ces contre-valeurs. Est-ce que vous mettez dans ce lot-là le président Wade lui-même? J'ai beaucoup de respect pour la personne, pour l'âge, pour l'expérience du président Abdoulaye Wade. Il a certainement des qualités, comme tous et comme toutes, et comme tous et comme toutes, il a certainement des défauts. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Je considère d'abord que, comme on dit wolof, njiit dafay jiite. Il doit être un modèle. Un modèle dans le comportement et en particulier un modèle dans la probité, un modèle dans l'honnêteté, un modèle dans le respect de la parole donnée, un modèle dans la gestion des deniers publics, un modèle dans
comme on dit en français, la reddition des comptes, c'est-à-dire la capacité à rendre compte à ceux qui vous ont élus de la manière dont vous avez géré leurs biens. Il ne l'est pas. Je crois que nous devons dépasser le président et parler du régime. Ce régime n'est pas un modèle. Et s'il n'est pas un modèle, il faut bien mettre en cause celui qui est à la tête de ce régime. Alors, vous avez un programme en 100 points très rapidement. Si vous aviez à le résumer, quelles seraient les priorités dans le domaine économique, dans le domaine social et dans d'autres domaines? J'hésite à répondre à la question parce que notre situation est aujourd'hui tellement délétère que tout est priorité. Il y a des priorités institutionnelles. Il y a des priorités en matière de santé. Il y a des priorités en matière de niveau de vie, du panier de la ménagère. Il y a des priorités en matière de santé avec ces hôpitaux qui n'ont même pas de médicaments. Il y a des priorités en matière d'éducation, avec une éducation nationale complètement en crise aujourd'hui, au niveau élémentaire, au niveau secondaire, moyen, au niveau secondaire, au niveau supérieur. Il y a des priorités en ce qui concerne le chômage en général, le chômage des jeunes en particulier. Il y a des priorités en ce qui concerne la gestion gabégique des moyens de l'État. Cette tendance à dépenser l'argent du contribuable dans des structures qui sont sans valeur, dans des projets qui n'ont rien à voir avec les impératifs socio-économiques et dans des manifestations qui sont sans rapport avec les besoins de la population. À ce niveau du train de vie de l'État, vous allez supprimer le Sénat, c'est ce que vous écrivez noir sur blanc. Vous vous engagez aussi à réduire la taille du gouvernement. Vous seriez élu, une fois élu, à la tête d'un gouvernement de combien de membres? Je vais, puisque vous me donnez l'occasion, j'ai dit qu'il y a des pléthores d'institutions. Donc, 1, je supprime le Sénat. 2, je supprime le Conseil économique et social. Figurez-vous que le Conseil économique et social, avant, c'était une institution consultative. Les membres de ce conseil venaient de leur milieu de travail apporter une aide au gouvernement. Ils n'étaient pas payés. Aujourd'hui, ils sont fonctionnalisés. Ils sont payés comme les ministres. Les sénateurs également. Donc, je supprime ces deux-là. Je supprime presque 80% des agences parce qu'elles sont budgétivores au plan des ressources et peu efficaces au niveau des résultats. Je réduis la taille du gouvernement. J'enlève tout ce qu'il y a comme ministre conseiller pléthorique au niveau de la présidence de la République. On sera alors en gouvernement de combien de membres? Laissez-moi terminer. Oui. Je prendrai des mesures drastiques pour ramener les salaires des responsables à des niveaux compatibles. C'est ainsi que, par exemple, pour ce qui concerne l'Assemblée nationale, j'envisage de faire payer aux parlementaires des indemnités de session, pas de fonctionnaires. Pendant les sessions, ils recevront des indemnités. Après les sessions, chacun ira faire son travail. Cette fonctionnalisation des députés, des sénateurs, des conseils économiques et sociaux, on y mettra un terme. D'accord. La taille du gouvernement, le nombre, parce que le vous savez, la taille du gouvernement, c'est peu important, ouais. Que ce soit 15, 20 ou 25, je suis disposé à le faire. Pas plus de 25. Mais ce qu'il faut dire, on en a. Il faut mettre un terme à cette pléthore de portefeuilles. Regardez, il y a même un ministère des transports terrestres et ferroviaires. Vous voyez, vous avez, vous, un pays où les rails ne sont pas des transports ferroviaires? Terrestre. Un transport terrestre, ça inclut non pas les rails, non? Oui, bien sûr. Voilà.
Et on peut donner des exemples. Le ministère du cadre de la vie, quel cadre de la vie? Parce que simplement on a voulu caser quelqu'un et on peut multiplier, mais les délais sont courts. Je peux simplement vous dire que mon intention est de m'orienter face aux besoins prioritaires des populations, des besoins de vie, des besoins de développement, de santé, de travail, etc. Ibrahima Fall, le temps ne nous permet pas vraiment d'entrer dans le menu détail de votre programme. Certainement, on aura l'occasion de le faire parce qu'RFM se propose quand même de dérouler tout un programme en vue de cette élection présidentielle de 2012. Abordons très rapidement le processus électoral. Comment vous le jugez? Parce qu'il y a des questions aussi de politique étrangère. Comment jugez-vous le processus électoral aujourd'hui? Le processus électoral est aujourd'hui confronté à plusieurs défis. D'abord, il y a le défi de la transparence. Ce défi est menacé parce que il y a des manœuvres d'opacité. Je cite 3 exemples. Le premier exemple, on a revendiqué que comme en 1999-2000, qu'il y ait un ministre de l'Intérieur qui n'appartienne à aucun parti politique pour pouvoir assurer une gestion transparente des élections. Ce n'est pas le cas, même si on a coupé la poire en nommant un ministre des élections, mais sans pour autant mettre en cause le fait que le ministre de l'Intérieur continue d'être l'autorité hiérarchique des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets. Donc, il y a ça. Deuxièmement, en ce qui concerne les cartes d'électeurs, il y a une rétention massive de cartes d'électeurs. Cette rétention emprunte 3 voies parmi d'autres. La première, c'est qu'au niveau des commissariats, il y a des cartes d'électeurs qui ne sont toujours pas délivrées. La deuxième, c'est qu'on a proposé à des femmes de les aider pour des financements en microcrédit. On a pris leurs cartes d'électeurs. On ne les a pas rendues et c'est une manœuvre frauduleuse en direction des élections. Troisièmement, il y a des hommes également qui étaient approchés, toujours sous prétexte d'aider à des financements de microcrédit, dont les cartes d'électeurs se sont retrouvées dans une autre région. Le cas de Bignona est très clair, où des électeurs ont vu leurs cartes d'électeurs ramenées, mais avec un bureau de vote qui se trouvait au Fouta. Rapidement. Alors, dernier sujet. C'est pas tout, je m'excuse. Oui. Il y a également, entre autres défis de la transparence, la notion de vote, la liste unique. La liste unique, c'est une feuille de papier sur laquelle on met les photos de tous les candidats. L'électeur qui vient, il marque une croix sur la photo de son candidat. Le bulletin unique. C'est le bulletin unique et à partir de ce moment-là, cela facilite l'opération de vote. Cela évite des coûts financiers à milliards et cela permet de s'assurer qu'il n'y a pas de fraude. En tout cas, pour le moment, le pouvoir n'est pas dans la dynamique d'instaurer un bulletin unique. Il y a eu des discussions au niveau du comité de suivi et il y a eu un consensus, y compris avec les représentants du pouvoir, un consensus pour l'adoption du bulletin unique. Voilà que depuis quelque temps, le pouvoir lance des ballons de sonde pour dire qu'il ne serait pas disposé à accepter le bulletin unique. Qu'est-ce que cela veut dire? Une volonté manifeste de frauder. Mais le pouvoir doit savoir que les citoyens ne le laisseront pas faire. Très bien. Les candidats de l'opposition ne le laisseront pas faire. Ibrahima Fall, il nous reste 2 petites minutes. Malheureusement, on ne pourra pas aborder les questions de politique étrangère. Je le dis avec beaucoup de frustration, mais je sais aussi beaucoup de Sénégalais qui nous suivent seront déçus. Non, ce que je veux dire, la dernière question, ce sera
par rapport au porte-parole des Mourides, qui a rappelé récemment au président Wade sa promesse de faire du jour du Magal de Touba férié, chômé et payé, natif de Tivaouane, la capitale du danisme au Sénégal, mais confrérie Mouride descendant de Cheikh Ibra Fall, le candidat que vous êtes, élu président en 2012, va-t-il donner suite favorable au souhait de Touba? Le Magal, je voulais juste terminer sur l'élection en disant, si les conditions de transparence et de justice ne sont pas réunies, nous allons vers des émeutes, nous allons vers une crise et on ne sait pas ce que cela va générer. Et j'appelle donc l'attention des autorités religieuses, puisque vous parlez d'autorités religieuses et sociales, sur l'impératif de veiller à ce qu'il y ait la paix. Ok, Magal, jeûné, chômé et payé. Bien évidemment, ce n'est pas d'ailleurs une idée nouvelle. Je crois que de la même façon, aujourd'hui, qu'on déclare que le lendemain de la Tabaski est un jour férié, il me paraît tout à fait normal parce que les gens vont célébrer la Tabaski à l'extérieur et donc doivent revenir, que ou on leur donne un jour férié supplémentaire, ou on autorise les gens à s'absenter et à déduire cela de leur congé. Le Magal, c'est une journée de caractère à la fois national et international qui va au-delà des confréries, parce que toutes les confréries envoient des délégations à Touba. Cela a des effets socio-économiques importants et je pense qu'il est tout à fait naturel que ce soit férié. Si je suis élu président de la République, j'entérinerai cette demande. Le président Wade risque de le faire avant vous. Tant mieux. Très bien. Merci Ibrahima Fall. Vous êtes professeur agrégé de droit et candidat libre à l'élection présidentielle de 2012. Merci d'être venu à la mission Le Grand Jury, présenté avec plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Chérif Diop. Dans un instant, le journal de midi qui vous sera présenté certainement par Georges Détié Diop. Merci. Ismaël Kamara plutôt qui va présenter le journal 12h. Merci, bonne fête.